Nous sommes le jeudi 14 avril 2022 et vous écoutez le 5e épisode de la 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, on parle matos avec les conseils avisés de professionnels du secteur. Nous recevons pour l'occasion Ronnie Student de la boutique spécialisée Images Photo Lyon Numérique ou IPLN. Avec lui et en s'appuyant sur de nombreux témoignages, nous allons vous proposer les meilleurs kits photos vidéo disponibles pour vous faire plaisir cet été. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente, d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion. Let's go, c'est parti, épisode 5, saison 4 du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment te portes-tu, Benjamin, aujourd'hui ? Bah écoute, aujourd'hui ça va, hier ça allait, demain j'espère que ça ira aussi. Non, tu vois, en pleine présidentielle, je me faisais une réflexion, je me demandais... Ouais. Comment ils font pour gérer les temps de parole des différents candidats ? T'imagines si nous, on devait gérer une émission comme ça, matos, avec des temps de parole par marque ? Wow. T'imagines le bordel. Oh, la mission que ce serait. Mais faut que tu regardes Quotidien, ils s'amusent vraiment à faire un compteur à la seconde près entre tous les candidats. Bon là, du coup, c'est plus simple, maintenant, il y en a plus que deux. Ah bah oui. Mais jusqu'à dimanche dernier, c'était un vrai bazar. Bon, Benjamin, une nouvelle fois, une émission enregistrée à distance, même si je vais beaucoup mieux. On a le plaisir d'avoir avec nous pour la première fois. Alors pas pour la première fois, parce que Ronnie, tu es déjà intervenu à plusieurs reprises au cours des premières saisons du podcast, mais c'est la première fois que tu es avec nous en live pendant toute la durée de l'émission. Alors Ronnie, si tu me permets, je vais te présenter à nos auditeurs. Je te laisse faire, je te fais un coucou quand même. Merci effectivement de m'inviter, de me recevoir. C'est effectivement la 3e fois et c'est encore une fois un plaisir sur du plus longue durée avec vous. Donc j'espère que ça sera encore mieux et que tout va très bien se passer. Et je te redonne la main. Merci à toi. Alors Ronnie, donc tu es le directeur commercial de la boutique Images Photo Lyon Numérique ou IPLN, qui a été fondée en 1937 et qui est installée dans le cœur de Lyon au 17 place Bellecour. IPLN, c'est une histoire familiale de père en fils. Ton père, Richard Student, en est le directeur depuis plus de 20 ans et a monté le réseau Images Photo en 2008 qui possède désormais pas moins de 17 magasins spécialisés en France. Avec tes frères Douglas et Dylan Student, vous avez repris la gestion commerciale de la boutique et développé le site internet depuis 2 ans. Écoute Ronnie, je pense que pour le sujet d'aujourd'hui, tu es la personne la mieux placée pour nous aider dans les sélections produits pour cet été. Merci à toi d'être avec nous. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Lilian Rodriguez, le directeur de Fox Distri et donc du réseau Fox, de Baudouin Prové, le président du Salon de la Photo, et de Louis Royer, journaliste spécialisé photo du magazine en ligne Les Numériques. Tu as dit Salon de la Photo ? Salon de la photo, oui, on va en savoir plus sur le Salon de la Photo au cours de cette émission. Wow. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est cool. Bon, voilà, maintenant que les présentations sont faites, on commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance une optique pour voir très très loin. Le logiciel Capture One Pro se met à jour et Sebastião Salgado est de retour à Paris avec une nouvelle exposition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon annonce une nouvelle optique qui devrait ravir les férus de photos animalières ou sportives. Il s'agit d'un super téléobjectif de 800 mm offrant une ouverture maximale de f6.3 et conçu naturellement en monture Z pour les hybrides Nikon équipés de capteurs 24-36 mm et APS-C. L'objectif intègre 22 lentilles réparties en 14 groupes avec 3 verres ED, un verre SR pour limiter les aberrations chromatiques et une lentille de Fresnel qui permet de réduire le poids et l'encombrement de l'objectif. On retrouve aussi le traitement nanocristal pour limiter le flair et un traitement au fluor pour l'entretien. L'objectif est naturellement stabilisé optiquement et le constructeur annonce jusqu'à 5,5 IL de gain avec la technologie VR Synchro de double stabilisation intégrée
au Z9. L'autofocus est assuré par une motorisation STM rapide, précise, silencieuse et avec un focus breathing limité pour la vidéo. L'objectif est naturellement conçu pour être utilisé sur le terrain dans les pires conditions de prise de vue. Il intègre un porte-filtre interne de 52 mm de diamètre et est compatible avec les convertisseurs de focale 1,4 fois et 2 fois. Il mesure environ 40 cm de long sans pare-soleil et est très léger avec 2,4 kg sur la balance. Le nouveau Nikkor Z 800 mm f6.3 VRS sera disponible courant avril et proposé au prix de 7 299 €. Capture One Pro 22 est un logiciel très réputé et utilisé par de nombreux photographes professionnels pour ses capacités en termes de développement RAW et ses fonctionnalités puissantes de capture en mode connecté pour le studio. De plus, au fil des années, il s'est aussi développé dans la post-production des images, gère les calques et les masques, propose des modes de fusion par assemblage et des outils de catalogage puissants. Il représente donc une alternative convaincante au logiciel Adobe Lightroom. Aujourd'hui, il s'offre une mise à jour. La nouvelle version du logiciel intègre un nouvel outil de correction des perspectives Keystone qui saura séduire les photographes d'architecture. Plus complet, ce dernier intègre un nouveau paramètre Skew pour corriger les déformations de l'image et se voit doté d'une fonction de correction automatique des perspectives. De plus, l'éditeur annonce une optimisation des performances générales du logiciel pour les utilisateurs travaillant avec des Mac équipés des dernières puces M1. Capture One Pro 22 est proposé au prix de 349 € en licence perpétuelle ou au prix de 29 € par mois avec une formule d'abonnement. Et enfin, pour terminer, le photographe Sebastião Salgado, qui est déjà venu à nos micros en saison 2, est de retour à Paris avec une nouvelle exposition. Après l'immense succès de son exposition Amazonia présentée l'année dernière à la Philharmonie de Paris, il propose aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de septembre l'exposition Aquamateur sur le parvis de la Défense. Dans cette exposition sur le thème de l'eau, le photographe présente des œuvres réalisées aux quatre coins de la planète, en Amazonie, en Afrique ou en Islande par exemple. Ces photographies présentent toutes les expressions de l'eau au cœur de paysages uniques, plus précieux les uns que les autres. Elle a pour ambition de faire prendre de la hauteur aux spectateurs et à réfléchir à notre relation avec la nature. L'exposition Aquamateur a été conçue comme une expérience sensorielle et spirituelle. Elle prend place dans un sublime écrin installé pour l'occasion, un véritable pavillon en bambou de 1000 m² en provenance de Colombie, signé de l'architecte Simone Vélez, et se découvre dans un univers sonore signé François-Bernard Mache. Aquamateur, c'est sur le parvis de la Défense, à Paris, jusqu'au 22 septembre 2022, du mardi au dimanche, de 10h à 19h. Voilà pour l'actu. Cette semaine, toujours dominée un peu par les nouvelles optiques. Alors là, pas de Laowa cette semaine, pas de Laowa. C'est Nikon qui annonce enfin son nouveau 800 mm. Ronnie, ce 800 mm, il est attendu ou pas? Ouais, il est attendu. Il était dans les tuyaux depuis quand même quelques semaines, voire quelques mois. Il y avait des rumeurs qui naviguaient un peu sur Internet. Et c'est vrai que pour les photographes animaliers, c'est vraiment une réponse assez incroyable. On a déjà quand même un engouement autour de cette optique. On a des demandes de renseignements. On a déjà eu des prises de commandes aussi. Et c'est vrai que la focale, l'ouverture, combinée avec le Z9 et le poids, tu le disais, c'est juste incroyable. On arrive à voir avec les nouvelles marques aujourd'hui des évolutions sur ces gros téléobjectifs qui permettent d'avoir le poids pour être transporté presque en permanence. Et c'est ça qui est assez incroyable. Oui, puis surtout un prix divisé par 2 par rapport à la version AFS Reflex et un encombrement aussi réduit puisqu'il est 16% plus court. Et le poids, il est permis grâce à l'intégration d'une lentille de Fresnel, comme le 500 mm f5.6 PF chez eux, le 300 mm f4. C'est vrai que c'est des optiques du coup qui sont hyper maniables, plus besoin forcément d'un monopode, ce qui est assez phénoménal. Et un 800 mm, vu que les Z sont majoritairement, auxquels ils se destinent pour les pros sont majoritairement des pleins formats, c'est vrai que c'est une très très belle focale. Oui, puis combiné avec le Z9, parce que clairement c'est la cible aujourd'hui en tout cas, les 45 millions de pixels, tu t'es dit que tu as encore une capacité d'aller cropper dedans. Absolument. Qui est assez incroyable. Et tu peux presque te créer un multiplicateur intégré pour avoir quasiment un 1200 sans perte de lumière. Alors là, ça offre des possibilités incroyables. Mais à 7 300 €, c'est quand même pas donné comme objectif, même si le prix a été divisé par 2 comparé à la version réflexe. C'est qui les clients du coup, Ronnie, de ce genre d'objectif? C'est des photographes professionnels ou c'est juste des passionnés qui dépensent sans compter? Eh ben, je te répondrai qu'il y a les deux.
Après, aujourd'hui, et c'est ce qui est un petit peu peut-être atypique dans notre profession, c'est que majoritairement les clients qui vont acheter ces gros objectifs ou les boîtiers pro 10 Pro, je vais préciser sur le 10 Pro comme les Z9, les R3, etc. Et ben on se rend compte que tu as des passionnés. Tu as énormément de passionnés parce que moi je le dis souvent. Un professionnel, donc quelqu'un qui monnaie son travail avec son appareil photo, lorsqu'il va changer de boîtier, il faut qu'il ait une plus-value technologique suffisamment importante pour dire « Ok, je vais mettre 2, 3, 4, 5 000 euros de plus, mais ça va me permettre de gagner aussi plus d'argent parce que je vais pouvoir faire tel et tel travail en plus. » Un passionné, il voit une évolution technique, il est tout excité comme chacun d'entre nous peut l'être pour différentes choses, peu importe. Et il va dire « Allez, ok, c'est l'opportunité. » Donc pour te répondre, il y a les deux, mais aujourd'hui, il y a une écrasante majorité d'amateurs passionnés qui ont des moyens, évidemment, parce que comme tu le disais, 7 300 euros, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais en tout cas, quand c'est sa passion, aujourd'hui, les gens le font, en tout cas. Et pour finir sur la monture Z, Arthur, tu disais que le 800 mm voit loin. Nikon voit aussi loin puisqu'ils viennent de publier une perspective à moyen terme par rapport à toute leur gamme optique en monture Z. Et ils ont annoncé dans un rapport qui est publié, qui est diffusé gratuitement sur le web et accessible, qu'ils comptent avoir 50 optiques en monture Z à l'horizon 2025, sachant qu'aujourd'hui il y en a une trentaine et qu'on voit apparaître des silhouettes sur la roadmap. Donc d'ici déjà fin de cette année et courant de l'année prochaine on en aura un peu plus. Mais enfin ça commence à faire. Donc s'ils y arrivent, 50 d'ici 2025, c'est prometteur. Donc on va encore parler d'optique dans les flash actus à venir. C'est ça que tu es en train de nous dire, Benjamin. On va rebaptiser l'émission. Faut pas pousser les lentilles. Le flash actu optique. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu aussi une mise à jour sur un boîtier un peu phare en ce moment, sur le Sony Alpha 7 IV. Ronnie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette mise à jour ? Effectivement, et c'était attendu. Alors c'est passé. Alors. Je ne vais pas dire que c'est passé inaperçu parce que beaucoup l'ont relayé, mais le gain n'a pas forcément été mesuré. Pour te dire et te raconter toute l'histoire sur cette mise à jour, comme beaucoup de revendeurs, on a eu la chance de recevoir des A7 IV, jamais suffisamment, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, on en a eu, et on les a livrés. Et j'ai été surpris de voir certains clients, en l'occurrence une cliente, si elle écoute l'émission, elle se reconnaîtra, qui un jour m'appelle et qui me dit « Ronnie, je comprends pas, la F sur les yeux, ça marche pas. J'ai essayé, j'ai un 135-1.8, j'ai un 85-1.8, j'ai un 35-1.8, donc que des optiques calées au top. Quand je fais la mise au point sur l'œil, il me détecte le collimateur vert comme il faut. Quand je zoome dedans, c'est à côté. Bon, je OK, etc. Je dis c'est peut-être une bêtise, je me renseigne, pas de nouvelles. » Et donc cette dame a créé un groupe Facebook. Elle a regroupé des témoignages, des essais de gens de partout en France et dans le monde, et elle s'est rendue compte qu'il y avait des cas en Australie, aux États-Unis, en Espagne, etc., etc. Et donc, on a travaillé un petit peu ensemble en sous-marin, on va dire, à remonter ça auprès de Sony pour faire bouger. Et quand, effectivement, la mise à jour est arrivée, je me suis empressé de lui envoyer le message en disant « Allez, vas-y, ça y est, c'est là, test ». Et du coup, j'ai eu un retour, alors pour ceux que ça intéresse, extrêmement positif. Ils sont passés de en gros, une photo sur 10 d'AF sur les yeux qui était bonne à 9 sur 10. Alors, je précise, c'était sur quelques séries, c'est-à-dire que sur l'immense majorité des produits, et c'est ça qui est assez déroutant, il n'y avait pas de problème. Mais sur certains, c'était problématique. Il y a eu des numéros de série indiqués du coup ? Non, il n'y a pas eu de communication. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Je vais même te dire, il n'y a pas eu officiellement, et parce qu'on l'aurait tous vu, de messages qu'aurait envoyé Sony en disant oui, effectivement, il y a un défaut, machin, on travaille dessus. Bon, après, encore une fois, par rapport au volume, ça reste assez... je vais pas dire anecdotique parce que ça voudrait dire qu'on s'en fiche, mais en tout cas c'est, j'arrive pas à trouver mon mot, mais du moins on peut le quantifier de façon très raisonnable. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Toujours est-il que les bénéfices, et c'est ça le plus important, aujourd'hui sont au rendez-vous. Bon voilà pour l'actu. On passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, destination pôle Nord, parmi les ours. Welcome to the Arctic, one of the harshest and most breathtaking places in the world. For this mother polar bear and her cubs, every day is an adventure. À l'occasion de la Journée de la Terre, le 22 avril, la plateforme Disney+ diffusera Polar Bear, un film qui nous invite à suivre les aventures d'une femelle ours et de ses petits sur la banquise,
au fil des saisons, entrecoupées de flashbacks sur la jeunesse de la maman. Le photographe et documentariste français Florian Ledoux, grand connaisseur des territoires arctiques, fasciné par les ours polaires, a fait partie de l'équipe de tournage. Il a passé 6 mois sur la glace, au plus près de ces grands mammifères. Il y a quelque chose de très fort quand on est proche de ces animaux, comme j'ai pu l'être parfois à 5-10 mètres, où on le sent respirer. C'est un animal qui me fait vraiment vibrer, qui me fait me sentir en vie quand je suis près de lui. Il est beau, il est puissant, il a la sagesse aussi. Une mère ours avec sa patte, elle va être capable de prendre soin de ses petits dans le terrier quand ils naissent. Ils font 500 grammes, hein, ils sont vraiment petits. Et elle a ses griffes, elle peut pas les rétracter. En même temps, avec cette même patte, elle peut venir tuer un phoque ou n'importe quoi en un coup de patte. Et donc, il y a vraiment une maîtrise de leur puissance. Spécialisé dans la prise de vue par drone, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses comme le premier prix photo Hasselblad Master Awards et de prestigieuses collaborations avec le National Geographic, la BBC ou Netflix, Florian a réalisé les vues aériennes du film. Au-delà de la dimension graphique, il a essayé de varier les cadrages pour transmettre le plus d'émotions possible. On peut comprendre vu d'au-dessus la fonte de la glace, la fonte des glaciers, les rivières qui créent des lignes. Il y a une partie du travail qui est très abstraite, avec forcément des fois un petit point qui va être l'animal. Mais en parallèle, j'essaye aussi de garder des contacts de proximité avec des portraits. Je suis persuadé qu'en fait, il faut des émotions, il faut que les gens ressentent des choses. Et avec des vues trop abstraites, évidemment, on perd un peu ce côté émotionnel. Donc le fait dans ce travail d'inclure des portraits d'ours, des situations intimes, permet de garder le côté émotionnel. En 2017, une séquence postée sur Instagram par le mythique photographe du National Geographic Paul Nicklen avait ému le monde entier. La vidéo montrait un ours polaire affamé et décharné, vivant ses derniers instants sur l'île de Baffin, au Canada, incapable de trouver de la nourriture. Si la menace d'extinction de l'espèce en raison du réchauffement climatique est réelle, un autre aspect, moins médiatisé, représente un grand danger pour les ours polaires. Il y a aussi un autre point dont on parle très peu, c'est que l'ours polaire est chassé, très chassé. Encore 1000 ours par an sont tués. Ce qui veut dire que depuis que je suis né, il y a 33 000 ours qui ont été tués, ce qui est plus que la population actuelle. Et la France est le 5e importateur de peaux d'ours polaires au monde. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup. Donc oui, il y a les changements climatiques, mais il y a aussi un poids dû à la chasse qui pèse sur la population des ours. Le photographe a élu domicile en Norvège pour accéder plus facilement au Svalbard, territoire particulièrement propice à l'observation des ours polaires. Au Svalbard, on retrouve un condensé de tout l'Arctique. Il va y avoir des endroits qui vont sembler au nord du Canada, des endroits qui vont sembler à la côte ouest du Groenland, à la côte sud du Groenland. Il y a des icebergs, il y a des glaciers, une densité d'ours aussi qui est vraiment grande. Mais sinon, il m'arrive aussi de sillonner le Groenland, le nord du Canada, Baffin Island, que j'affectionne beaucoup aussi. Et j'ai la chance, en étant à Tromsø, d'avoir un accès très facile au Svalbard, ce qui me permet vraiment de passer du temps là-bas, et voire même peut-être de m'y installer, je pense, un peu dans le futur. Ah, Tromsø, ça me rappelle des souvenirs, Benjamin, des souvenirs. Et ouais, on y était ensemble. On y C'est était vrai. ensemble, ouais. Il y aura un documentaire sur les coulisses du film? Ouais, il y aura un behind the scenes. En fait, moi, c'est souvent ce que je préfère sur ce genre de Les documentaire. bonus sur les DVD. Animalier. Ouais, alors Arthur, en 2022, les Ouais, DVD. ouais, Tu parles pas mais il y en a bien, encore, bien. hein. Non, mais pour ceux qui sont friands comme moi un peu de tous ces docus-là, tout ce que fait la BBC, notamment les behind the scenes, sur tous les films qu'il y a sur Blue Planet, Frozen Planet, etc., sont assez fantastiques. On voit bosser les gars, on les voit accoster dans les conditions dantesques au Galapagos, aller installer des caméras. Enfin, on comprend un peu mieux aussi comment ils arrivent à obtenir des plans souvent sensationnels. Et là, Florian, que je vous invite à suivre sur Instagram, il fait un boulot formidable, donc spécialisé sur l'aérien. Il a gagné vraiment de nombreux prix et de très très belles photos. Il va participer d'ailleurs à la prochaine équipe de la BBC sur Frozen Planet 2 qui sera diffusée d'ailleurs en fin d'année, je crois, mais c'est à confirmer. Il anime souvent des conférences. Il y a pas longtemps à Good Planet chez Yann Arthus Bertrand. Et il va sortir un livre sur le Svalbard aussi, à l'hiver prochain. Donc voilà, tous les gens qui veulent de toute façon observer la faune en milieu polaire savent que le Spitzberg, le Svalbard, c'est des destinations privilégiées. On parlait tout à l'heure du prix du 800 mm. Je pense que c'est un peu la même clientèle qui peut aller se rendre là-bas.
Donc voilà, D'ailleurs, c'est les des gens achètent un territoires 800 mm privilégiés. pour aller ensuite au Spitzberg. Voilà, c'est ça. Et c'est des destinations qui sont évidemment réservées à peu de gens, mais en tout cas ceux qui auraient la chance d'y aller, ça vaut le coup. Et la prolifération d'ours sur place en fait une zone privilégiée pour les amateurs de photo animalière. Alors du coup, un gros travail photo et vidéo qui a été réalisé par drone, si j'ai bien compris, sur ce projet. Ronnie, le drone, on en est où? Nous, de notre point de vue, on a le sentiment que ça passe un peu de mode. Si tu veux, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les produits sont de plus en plus techniques, comme un petit peu pour les appareils photo, comme un peu pour les optiques. Donc, on en revient toujours à ça. C'est vrai qu'il y a maintenant 4-5 ans, le drone a été le produit qu'il fallait avoir, par exemple, au moment de Noël, sous le sapin, comme un cadeau un peu de mode. Aujourd'hui, on voit que la caractéristique technique évoluant, la qualité évoluant, tu as une montée en gamme. Et comme pour un appareil photo, il faut apprécier la montée en gamme pour se l'offrir. Quand tu prends aujourd'hui un Mavic Pro 3, par exemple, la taille du capteur qui a augmenté, le processeur qui est plus performant, les optiques où tu as un meilleur rendu aussi. Bon, monsieur tout le monde qui va aller filmer ses vacances, il en a pas besoin. C'est plus gros, c'est plus lourd, etc. En revanche, la personne professionnelle ou en tout cas l'amateur passionné, lui, encore une fois, va se permettre d'aller là-dessus. Et à l'inverse, pour les plus petits drones, on arrive à compacter, à miniaturiser et à les rendre plus accessibles. Donc, évidemment, c'est un peu passé du truc de tout le monde doit en avoir un, mais pour ceux qui sont passionnés de ça et qui en ont l'usage, il y a un choix aujourd'hui qui est assez incroyable en termes de technique. Ok, merci. Bah écoute, Benjamin, encore une très belle story que tu nous as proposée cette semaine et un film du coup que l'on va s'empresser d'aller regarder. Je vous propose maintenant une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer donc le grand débat de cette émission autour des sélections produits qu'il faut envisager pour se faire plaisir cet été. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger en choisissant MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement. Changez d'approche et luttez contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB. Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Ronnie Student de la boutique Image Photo Lyon Numérique pour vous proposer les meilleurs kits photo vidéo à vous offrir cet été. Alors avant de commencer, il est important d'éclaircir un point. Ronnie, je suis allé voir sur ipln.fr et j'ai remarqué que beaucoup de produits n'étaient pas en stock, particulièrement les grosses nouveautés de l'année dernière. Par exemple, pas de Nikon Z9, pas de Sony Alpha 7 IV, pas de Sony A7S III, pas de Canon EOS R3, pas de Canon EOS R6, pas de Lumix GH5 II, pas de GH6. Ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement IPLN, mais bien tous les réseaux de revendeurs spécialisés ou non. Nous nous sommes entretenus avec Lilian Rodriguez, le directeur du réseau Fox, partenaire historique du podcast. Il nous fait un point sur l'état des lieux de la situation, nous explique les causes de cette pénurie et nous donne des perspectives sur les mois à venir. On l'écoute. C'est vrai qu'on observe depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, depuis 2021, une pénurie inédite au niveau des boîtiers et des optiques. Là, à ce stade, au mois d'avril, on a toujours une pénurie importante. Les raisons de cette pénurie, ce que nous disent les constructeurs, les industriels, c'est que c'est d'abord une pénurie de semi-conducteurs. Il y a deux éléments. Il y a une demande très forte au niveau des semi-conducteurs. Il y a aussi des usines qui sont reconfinées. Ça, on le sait pas trop en France, mais dernièrement, Shenzhen a été reconfiné pendant quasiment un mois. Donc, ça influe sur les composants. Et puis après, on sait qu'on a aussi le jeu des filiales européennes qui vont envoyer des produits plus dans un pays que dans un autre parce que le pays est en retard, etc., etc. Donc, on a du mal à avoir des produits, que ce soit chez Canon, Nikon, Sony, plus sur les boîtiers, un peu moins sur les optiques. Mais malheureusement, si on vend pas de boîtiers, on vend moins d'optiques, forcément. On constate que, évidemment, ces pénuries touchent en premier lieu les nouveautés.
même si on a l'habitude, quand il y a une sortie produit, on sait que la production ne suit pas la demande automatiquement, mais jamais à ces niveaux-là. Malheureusement, ces pénuries touchent tous les segments. On peut même voir que on n'a quasiment pas de produits APS-C. Donc tout l'entrée de gamme, hybride ou réflexe, aujourd'hui il y a très peu de produits. Alors évidemment, le Z9 ou le EOS R3, les boîtiers pro de Nikon et Canon sont très touchés, mais ça touche le Z6, le Z7, le R5, le R6, ou chez Sony l'Alpha 7 IV ou l'Alpha 7C. En ce moment, on a même du mal à avoir de l'Alpha 7 III, donc parce que c'est un produit qui continue à avoir une belle vie commerciale. Voilà, ça touche tous les segments du marché. Les seuls qui s'en sortent un petit peu plus, un peu mieux en ce moment, c'est Panasonic et Home System, avec les belles sorties du GH6 et de l'OM1. Mais c'est pas, il faut commander. Voilà, si j'ai un conseil à donner aux consommateurs, c'est qu'il faut vraiment aller dans un magasin et faire une réservation. Aujourd'hui, on peut pas avoir un boîtier comme ça. Ronnie, est-ce que tu as des éléments de compréhension à ajouter à ce qu'a dit Lilian ? Alors déjà, merci beaucoup de remuer le couteau dans la plaie et de me faire la liste de tous les produits que j'ai pas sur le site internet et en magasin. Tu énumérais, j'étais en train de pleurer. Oui, mais est-ce qu'il y en a que tu as, par exemple le R5C, je sais pas. R5C, on a commencé à en avoir, mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Lilian. Son analyse pour le coup sur la pénurie est excellente. Tout ce qu'il a dit comme étant les causes, évidemment, c'est ça. On peut peut-être y ajouter une problématique liée au transport, c'est-à-dire que les coûts de fret aérien, on le sait, ont été multipliés de façon exponentielle. On parle à certains moments de 800% d'augmentation, ce qui fait donc que au lieu d'envoyer les produits par avion, ils sont passés par bateau. Alors en soi déjà intrinsèquement c'est plus long, mais on a connu l'année dernière, il y a quelques mois, le canal de Suez qui a été bloqué. Ouais. Donc schématiquement c'est comme s'il y avait un énorme embouteillage, comme on peut le voir sur la 6 ou la 7 pendant les vacances. Et puis ensuite une fois que ça arrive au port, quand tu as une quantité de conteneurs qui est multipliée par 10, 20, 50, j'en sais rien, ça prend plus de temps à décharger. Donc on a aussi cette chose-là qui a fait augmenter clairement les délais. Mais effectivement, tout le reste est réel. Et effectivement, je ne vais que dans le sens aussi de ce que vient de dire Lilian, à savoir la précommande. Alors ça fait un peu cliché, ça fait un peu le commerçant qui pousse un peu pour récupérer un acompte, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la réalité. Et j'explique à mes clients, en tout cas, j'essaye d'expliquer à mes clients au mieux qu'actuellement, ce qui est compliqué, c'est pas tellement de vendre des produits, mais c'est de les acheter et de réussir à en avoir. Et pour ceux qui vont réaliser des précommandes, est-ce qu'il y a une visibilité, un tant soit peu, par exemple pour ceux qui veulent partir cet été ? Alors, si tu veux, je répondrai que ça dépend beaucoup des produits. Il y en a certains sur lesquels on commence à avoir des idées, des précisions. Tu vois, par exemple, le Nikon Z9, on en parlait tout à l'heure. C'est un produit qui est assez compliqué à avoir, mais on arrive à un petit peu deviner ce qu'il en est. Tu en as d'autres. On va parler de l'Alpha 7 IV, qui est peut-être celui chez tout le monde aujourd'hui qui a la plus grosse ligne de reliquat. Là, pour le coup, on est incapable de le savoir. Je dirais que en notre opposition, on est un gros faiseur de boîtiers Sony. On a beaucoup d'Alpha 7 IV en précommande, on a beaucoup d'attentes clients. Et c'est vrai que je suis aujourd'hui incapable de donner une réponse. Donc, simple chose, c'est que nous, on a pris un parti, c'est d'être dans la transparence. C'est-à-dire qu'en gros, si je ne sais pas, je dis je sais pas. Si je pense de mon ressenti qu'il y en a pour 2 mois ou 3 mois, je dis qu'il y en a pour 2 mois ou 3 mois. Ce qui n'est pas forcément la stratégie que d'autres ont pris, voilà, Amazon ou pour citer que ou autres, qui te mettent une date 15 jours, mais qui la décalent de 15 jours tous les 15 jours. Voilà, attention à ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut, malgré toutes les informations qu'on a la chance d'avoir, être fiable à ce sujet. C'est ça, moi j'ai vu passer une information, j'imagine que tu connais le magasin Yodobachi Camera à Japon, au Tokyo, où là pour le coup sur le Z9 ils annoncent une livraison à partir de janvier 2023. Donc ça paraît vraiment complètement dingue. Mais du coup, Ronnie, l'arrivée de Nikon et de Canon avec des boîtiers pro, le R3, le Z9, des boîtiers qui sont pas dispo, ils font comment les pros en fait du coup ? Il faut comment les pros, c'est pas simple. Il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Encore une fois, alors je redis, aujourd'hui ces boîtiers-là se dirigent vers des pros, mais pas que. Et c'est vrai que pro comme pas pro, aujourd'hui il faut s'armer de patience. Et c'est vrai que
Lorsque, par exemple, le Z9 a été officiellement annoncé au mois de novembre l'année dernière, eh bien, nous, on a fait le forcing quand je dis le forcing, je m'entends, mais auprès de nos clients, on a conseillé de dire, OK, vous savez pas, vous savez machin. Si ça vous intéresse, si vous pensez qu'il y a 80% de chances que vous l'achetiez, mettez-vous sur une liste de réservation. Et grâce à ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu l'avoir dans un délai plus court que d'autres. Après, il faut s'armer de patience. Là, on commence à avoir un petit peu de rotation, mais vraiment, c'est minime. Quand on reçoit 1, 2, 3 boîtiers, on est déjà content et on n'en sait pas plus pour l'instant, clairement. Oui, Ronnie, tu dis s'armer de patience parce qu'on est aussi comme toi et on est comme les gens qui nous écoutent. On est tous passionnés, on aime ce qui sort, on est sur une nouvelle technologie, on en oublierait presque qu'on peut faire déjà avec ce qui existe. Bien Il sûr. y a quand même 2-3 choses qui sont plutôt valables. Lilian citait l'Alpha 7 III chez Sony. Toi, tu parles beaucoup de Sony aussi. Du coup, tu refais des stocks d'A7 III, tu essaies d'en avoir? On a essayé d'anticiper, c'est-à-dire que voilà, nos échanges avec les fabricants, et aujourd'hui c'est vrai que leur position à eux, enfin je fais une toute petite aparté, mais elle est pas facile non plus, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils ont des revendeurs comme nous qui leur tirent et essayent de leur tirer les verres du nez de savoir quand ça arrive, parce que nous en face on a des clients qui nous demandent, sans mentir, je pense qu'on reçoit entre 10 et 15 demandes par jour, que ce soit par email, par notre chat en ligne ou par Instagram ou par téléphone, de quand serez-vous livré des Alpha 7 IV. Donc, je te laisse mesurer ça à l'échelle nationale. C'est énorme. Tu multiplies. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, eux sont dans une situation où ils nous en disent ce qu'ils peuvent. Mais pour te répondre, bien sûr, l'Alpha 7 III, on a essayé de refaire un peu de stock il y a quelques semaines en arrière pour tenter de répondre à des demandes, parce que c'est vrai que aujourd'hui, je vais pas dire la première question qu'on pose quand on nous demande de comparer un appareil, mais presque, c'est est-ce que c'est pour maintenant ou c'est pour plus tard? Parce que si tu peux pas donner la même réponse et le même conseil, non pas que tu vas dire qu'un tel est mieux qu'un tel, mais à un moment donné, si le gars, et on en parlait, il a besoin de travailler, de démarrer demain ou après-demain une activité, je peux lui dire que l'A7 IV ou le Z9 sont les meilleurs produits du marché, il pourra pas travailler avec, donc c'est juste pas possible. Et puis l'Alpha 7 III est vraiment une super machine qui a encore beaucoup à donner. Là, Bien on a pas mal parlé des boîtiers. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, Ronnie, sur côté optique? Est-ce que c'est la même problématique ou pas? Alors, c'est un peu moins tendu, à quelques exceptions près, et c'est vrai que c'est plus périodique. C'est-à-dire que on a eu des moments, et il y en a encore, où certaines optiques Canon RF par exemple sont très difficilement disponibles. Je vais citer le 2870 f2, le 51.2 par exemple. Ça, c'est très compliqué. Je parle même pas des téléobjectifs 428 et 604 qui arrivent vraiment à la pièce, presque à la pièce. Chez Nikon, le 100-400, dernièrement sorti, est encore un peu difficile à avoir, ça arrive vraiment au compte-gouttes. Et chez Sony, après un début un peu difficile, le 51.2, par exemple, G-Master commence à aller un peu mieux. Le 70-200 GM2, qui lui est arrivé un peu mieux, là c'est un peu plus difficile. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, on est en permanence à jongler. Et là, on cite les grandes marques référentes, Sony, Canon, Nikon, etc. Est-ce que c'est valable Je te vois aussi venir. pour tous les autres acteurs? On a parlé Bien de sûr. Dahua dans le Flash Actu, Alors, Samyang, etc. Aujourd'hui, je vais déjà me concentrer sur, enfin, si tu veux, sur les deux fabricants tiers entre guillemets, Ouais, les plus Sigma réputés, Tamron. Sigma Tamron, voilà. Chez Tamron, par exemple, aujourd'hui, le 35-150 en monture Sony et le 18-300 en monture Fuji font partie des deux produits qui sont aussi parmi les lignes de reliquat les plus importantes. Tamron a publié un mail. Bien sûr. Ils ont fait une communication officielle C'est autour ça. de la pénurie du 30. Ça me semble être complètement et naturel et bienveillant. Aujourd'hui, nous, on le fait, comme je l'explique, mais c'est vrai qu'avec notre étiquette de revendeur, parfois, les gens peuvent penser peut-être que on exagère, qu'on pousse pour essayer de récupérer des acomptes, ou que On le pense parfois. on le fait exprès. Non, mais j'ai eu des échanges avec un client qui me demande une réflexion, je sais plus sur quel produit, et donc ma première réponse c'est de lui dire oui, c'est très bien, mais attention, actuellement avec la pénurie, c'est difficile de. Et là, le gars il m'interrompt immédiatement en me disant non mais attendez, ne commencez pas avec cette pénurie, c'est organisé, c'est fait exprès, c'est machin. Le complot. Exactement. Si tu veux, j'avais l'impression d'être dans un truc où on était en plein dedans. Et c'est vrai que c'est désarçonnant parce que toi, tu sais au fond de toi, et comme j'ai dit, je lui dis, est-ce que vous pourriez me donner juste un seul argument pour lequel nous ou les fabricants, on ferait en sorte de pas avoir de matériel pour pas le vendre? Un seul, j'en veux pas deux, j'en veux qu'un. Effectivement, il y en a pas. Parce qu'à un moment donné, si eux, ils fabriquent pas d'optique et que nous, on les vend pas, personne fait du chiffre et il y a de la frustration. Donc, je vois pas où est l'intérêt.
Chez Sigma, on voit qu'on a un tout petit retard, mais voilà, qui devrait se libérer sur les nouvelles focales, les petits i-series qu'ils ont sortis en monture Fuji X. Voilà, très légèrement décalé. Après, Les chez 16, Samyang, 30 et 56, ouais. C'est voilà, la première fois qu'ils sortent des optiques en monture exactement. Fuji X. Le 30 est arrivé le week-end dernier, en quelques pièces. Et normalement, fin de semaine, début de semaine prochaine, on devrait avoir le 16 et le 56. Après, chez Samyang ou l'AOA, c'est dépendant. Tu vois, le 24 Pro Lens, par exemple, l'AOA, qui est une optique qu'on vend quand même régulièrement, il y a des moments où, et là c'est le cas, en certaines montures c'est compliqué. Chez Samyang, le 135 1.8 en monture Sony AF, qui a connu un franc succès là, à son démarrage, a été très fluide au départ, comme souvent, parce que tu vois, ces optiques-là, les gens ils attendent un peu d'avoir des tests. Et c'est vrai que nous, quand on voit une optique comme ça, on prend un peu un pari. Hein. On se dit, bah tiens, le 135, ouais, c'est cool, le prix est bien, il a l'air top. Ok, on s'engage, donc on monte une petite quantité et on voit. Et c'est vrai que voilà, quand ça marche bien, on a la chance d'en avoir. C'est sûr que la première fois que tu vois le 24 mm probe de la OA, tu te poses quand même des questions. Hein, pour C'est sûr. les auditeurs qui le connaissent pas, c'est l'espèce de micro canon qui est en fait étanche et qui est une optique macro fantastique, hein, qu'on peut mettre dans des verres d'eau, on peut faire des plans incroyables. Alors, Ronnie, aujourd'hui, donc les gens, ils peuvent décider d'acheter leur matos photo, donc soit en boutique spécialisée avec des magasins physiques dans les centres-villes, en ligne, que ça soit via les sites de ces mêmes boutiques spécialisées ou de boutiques plus généralistes, ou dans les grandes enseignes, comme par exemple la Fnac. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi qui fait la force des magasins spécialisés en 2022 ? Alors, c'est toujours un large sujet, pardon, et là, le but, c'est un petit peu de se vendre tout en étant le plus objectif possible. Donc, et tu n'as pas 2 heures. Voilà, et je vais essayer d'être concis, effectivement. Non, en résumé, je dirais qu'aujourd'hui, l'approche du magasin physique, c'est de pouvoir avoir le contact, le conseil, l'expertise, les renseignements, la possibilité de manipuler. C'est-à-dire que clairement, moi je le dis souvent sans aucun tabou à mes clients, demain tu veux acheter un Alpha 7 III, on va revenir dessus, que tu l'achètes à la Fnac, chez nous ou sur Amazon, ton produit est le même. Tu feras pas des meilleures ou des moins bonnes images avec. En revanche, effectivement, c'est tout l'environnement autour. Quand tu as une question avant la vente, quand tu as une question après la vente sur la manipulation, eh bien, le fait d'avoir un spécialiste en face de toi qui va savoir de quoi tu parles, qui va te donner la réponse en manipulant ton boîtier dans le menu, etc., eh ben, la vraie plus-value, elle est là. Après, on a aussi une autre chose, c'est que pendant des années, il y a eu des écarts de prix forts à des moments entre les magasins et les sites internet, et parfois même avec les grandes surfaces spécialisées. C'est vrai qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, normalement, tout est à peu près harmonisé, et notamment sur les nouveautés. Donc c'est vrai que l'argument prix aujourd'hui ne peut plus être réellement valable. La dernière chose, c'est la disponibilité. Alors c'est un petit peu un petit peu le sujet dont on parlait avant, et c'est compliqué en ce moment, mais c'est sûr que voilà, tu viens, le spécialiste, tu as eu ton renseignement, tu es content, le boîtier il est là, tu peux repartir avec tout de suite, et tu as la petite prise en main qui va avec. C'est comme quand tu vas acheter une voiture, tu t'assois dedans, le mec il te dit ce bouton c'est ça, vous le paramétrez comme ça, vous réglez votre siège comme ci. Bah, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, et de proposer l'écosystème autour. Donc on peut te montrer une carte, un filtre, une sacoche, de la lumière, du son. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ça le premier argument que tu dirais aux gens qui attendent confortablement chez eux, qui en 3 clics se font livrer par le diable Amazon et qui peuvent retourner leurs produits alors qu'ils l'ont trituré dans tous les sens en se faisant rembourser. Alors, je te dirais que, tu vois, par exemple, tu dis, alors j'ai bien en rigolo bien entendu, mais le diable Amazon, mais aujourd'hui, on est en 2022. On peut plus donner cet argument du diable Amazon comme on pouvait le donner il y a 15 ans. Alors, tu vois, on dit le diable, ça me fait une analogie avec ce qu'on entend depuis 2 jours concernant la politique, t'en parlais tout à l'heure. Mais ce discours de dire le diable, c'est fini. Aujourd'hui, Amazon, c'est une mécanique qui marche super bien. Pour certaines personnes qui, malheureusement, n'ont pas de magasin à côté de leur centre-ville, parce que tu parlais, tu vas te déplacer, mais t'es dans une ville où t'es à 100, 200 bornes d'un magasin, c'est pas facile non plus. Donc, effectivement, il faut trouver des solutions. La vente en ligne en est une. Alors, c'est pour ça que dans notre cas personnel, on a décidé depuis maintenant 1 an et qu'on continue à mettre en place de travailler sur le double canal avec un leitmotiv très important parce que pour nous, ce qui compte le plus, c'est le service. Donc, notre ambition avec IPLN, c'est de mettre sur Internet le service magasin. C'est-à-dire que celui qui est installé devant chez lui, qui de toute façon va commander sur Internet, eh ben,
à ce moment-là, il faut que cette personne, on réussisse à lui donner envie de passer par nous plutôt qu'Amazon. Mais là encore, c'est pas juste on veut. Non, il faut donner des arguments. Et c'est vrai que parmi les arguments qu'on propose, je parlais du service, on a un chat en ligne où nous répondons nous-mêmes personnellement, pas 24/24, mais presque en tout cas. Moi, j'ai le sentiment que la France est un pays où il y a un maillage de magasins spécialisés, peu importe le réseau, qui est très développé. Est-ce que c'est le cas? Où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres pays en Europe? Alors, à ma connaissance, on est un peu une exception, comme souvent en France. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas en Allemagne, tu as des gros groupes comme Mediamarkt ou autres qui sont aujourd'hui des leaders. Quand tu vas, tout ce qui est Benelux, c'est pareil. En Angleterre également, le réseau de distribution tel qu'on le connaît en France, avec des centaines de magasins de tailles diverses et variées. Je crois pas qu'il y ait d'équivalence. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il y en a pas. Après, chacun va avoir sa spécificité. C'est là où, en tant que, entre guillemets, aujourd'hui, porte-parole, comme tu m'as invité, des magasins spécialistes, c'est aussi difficile parce qu'il y a de toutes les tailles. Et un magasin comme nous, multispécialiste, toute marque, qui peut faire du haut de gamme, évidemment, ne va pas avoir forcément les mêmes attentes ou les mêmes besoins qu'un plus petit magasin de quartier qui va aussi proposer des services plus de proximité, comme du développement, de la photo d'identité, du mariage, des cadres, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que il n'y a pas un seul type de hyper spécialiste, c'est que tu as plein de types différents. Alors, mpb.com, qui sponsorise cette émission, il a lancé un concept de boutique en ligne spécialisée dans l'occasion certifiée, avec reprise qui cartonne, avec un stock impressionnant et d'une simplicité d'utilisation absolument redoutable. L'occasion, Ronnie, pour vous, c'est un créneau stratégique ? Effectivement. Alors, je fais une petite aparté là-dessus. Tu m'excuses, c'est très rapide. On a aussi, nous, sur notre site internet, désolé, je suis obligé. C'est bon, il n'y a pas de souci. On propose quelque chose qui est proche, on va pas dire semblable, mais qui est proche à ce qu'aujourd'hui MPB propose. Simplement, c'est 100% français, c'est-à-dire que on a un onglet sur notre site internet qui s'appelle Back IPLN, qui va permettre aux gens en quelques clics d'avoir une estimation de reprise pour leur matériel. Donc, ils vont sélectionner la référence du produit. Il y a quelques questions sur le nombre de déclenchements pour les boîtiers, la présence des accessoires, l'état. On met quelques photos et on a une estimation qui peut être de 2 biais, un bon d'achat valable sur le site IPLN ou un paiement direct sur le site. Ça, c'est les deux possibilités. Et ensuite, on envoie une étiquette, on récupère le produit. Et à ce moment-là, nous, l'ambition, encore une fois, parce que malheureusement, parfois, on peut pas toujours, mais l'ambition qu'on a, c'est qu'entre le moment où la demande est faite sur Back IPLN et où le bon d'achat ou le paiement est fait, on veut qu'il se passe maximum 72 heures ouvrées. Voilà, ça c'est l'ambition. Maintenant, pour répondre à l'occasion, bien sûr que c'est stratégique. La pénurie de produits neufs implique aussi, et peut-être encore plus, le fait d'être présent sur l'occasion, puisque ça peut être une réponse à certains, qu'elle soit temporaire, qu'elle soit permanente, pour des primo-accédants par exemple. C'est vrai que Lilian le disait tout à l'heure, sur les APS-C, que ce soit en réflexe ou en hybride, c'est aujourd'hui quasi impossible d'avoir des produits. Et c'est vrai que quelqu'un qui veut se lancer et qui n'a pas 1 000 € de budget, quelle autre solution a-t-on aujourd'hui que de lui proposer un produit d'occasion ? Personnellement, j'en vois pas. Tout à l'heure, on parlait des mises à jour de firmware. Est-ce que c'est bon pour le business finalement, ces mises à jour ? Est-ce que c'est bien pour l'utilisateur ? Ça fait vivre continuellement d'autres produits. Peut-être qu'en ce moment, c'est encore plus valable que jamais. Mais finalement, est-ce que c'est bon quand tu es vendeur de matos ? Effectivement, c'est important et pour moi, c'est même en fait un argument. C'est-à-dire que sur l'Alpha 7 III, par exemple, qui est en gamme depuis 4 ans à peu près, ou 3 ans, quand quelqu'un... 2018. Voilà, 2018, donc on a 4 ans. Quand quelqu'un me donne le contre-argument de dire « Oui, mais aujourd'hui, vous voulez me vendre un Alpha 7 III, il a 4 ans ». Je rétorque que l'Alpha 7 III d'il y a 4 ans et l'Alpha 7 III d'aujourd'hui n'est pas le même produit. Les évolutions technologiques qui ont été mises sur le système autofocus, par exemple, ou sur des corrections de bugs, eh bien, elles font que, effectivement, celui qui a acheté il y a 4 ans, il a une évolution et peut-être qu'il repousse l'achat de l'Alpha 7 IV, 7R4, etc. C'est possible, évidemment. Par contre, c'est une sécurité de dire, lorsqu'il y a de la nouveauté, on n'est pas juste des vaches à lait, à l'instar d'une autre marque avec une pomme qui, à chaque fois, te fait pas forcément la mise à jour et t'oblige à changer le produit. Voilà. Diable aussi. Et je vais pas jusque-là, j'en suis fan, donc je critiquerai pas. Mais dans l'idée, c'est ça. Et justement, quand tu vends un 7 III, tu dis, là, monsieur, regardez, chez Sony ou d'autres marques d'ailleurs, parce que c'est vrai pour beaucoup aujourd'hui, tout reste encore en gamme. Et donc, non, c'est une sécurité, c'est bien.
Alors vis-à-vis de l'occasion, évidemment, par le contexte actuel, c'est une solution pour trouver des produits. Mais bon, on espère tous que ce contexte va un peu évoluer. C'est une manière pour les gens de pouvoir faire des économies, des bonnes affaires. Mais c'est aussi une espèce de tendance de fond, que ça soit en photo ou ailleurs, d'une consommation plus responsable. Est-ce que tu as ce genre de ressenti, ce genre d'argument en magasin, des gens qui veulent consommer responsable, donc consommer occasion? Tout à fait. Tout à fait, on a vu apparaître ça depuis quelques années, on va dire. C'est rentré vraiment dans les mœurs. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, notamment par exemple pour débuter. Il est certain que tu as des gens qui viennent aujourd'hui en famille pour acheter un appareil pour un jeune qui va avoir 18 ans, etc. Et qui disent, voilà, plutôt que démarrer sur un truc tout neuf où on sait pas trop ce qu'il va aimer, ce qu'il va pas aimer déjà, l'occasion, ça donne une deuxième vie, ça permet de prendre en main, c'est responsable. Et bien sûr que c'est une caractéristique très importante. Et d'ailleurs, on en est où de l'obligation d'indiquer un indice de réparabilité sur le matériel photo? Est-ce que ça vous apporte une contrainte? Alors, nous, on l'intègre au niveau de nos reprises, c'est-à-dire que on est en lien avec les différentes marques qui nous mettent à jour régulièrement les produits qui sont plus réparables. Et en fait, nous, on est parti d'un principe, c'est qu'on donne un minima 6 mois de garantie sur les produits. Donc, lorsqu'on vient me proposer un produit que je sais qu'il n'est plus réparable, ou en tout cas qu'on a une indication très forte que la réparabilité va s'arrêter, on le prend pas. Voilà. On explique aux gens qu'on est obligé de donner 6 mois de garantie minimum et que s'il y a un problème, on se doit de respecter ce délai. Bon, vous le savez probablement, mais le salon de la photo est de retour après 2 ans d'absence et va revenir dans une nouvelle formule. Nous nous sommes entretenus avec Baudouin Prouvé, le président du salon. Il nous parle du nouveau concept de cet événement. On l'écoute. Le salon de la photo est de retour. Il se tiendra du 6 au 9 octobre. Donc des dates qui sont différentes, c'est un mois plus tôt que d'habitude. Et ça se passera à la Grande Halle de la Villette, donc un lieu prestigieux et extrêmement riche à la fois architecturalement et au niveau de son environnement. Donc c'est un salon qu'on avait commencé à imaginer dès 2019, lors de la dernière édition du salon. On savait que le salon devait évoluer, ça faisait maintenant presque 15 ans que le salon de la photo avait été initié. Le salon de la photo, il y a 15 ans, on était à une époque où ce qui comptait avant tout à l'époque, c'était la nouveauté, parce qu'on était en plein démarrage de la photographie numérique, c'était la découverte d'une nouvelle technologie. Bon, au fil des ans, bien sûr, cette technologie s'est répandue, elle est maintenant connue, et donc on veut de plus en plus aller vers des opportunités, par contre, de rencontres, d'échanges et de pratiques. Alors, le salon appartient à la profession, donc aux grandes marques que tout le monde connaît, et c'est une décision collégiale qui a été prise de relancer le salon. Donc, la plupart des marques répondront présents lors de ce salon. Donc, on retrouvera les acteurs habituels. Il y aura, comme il y avait les années précédentes, l'opportunité d'acheter au village de vente avec des revendeurs qui seront là pour assurer la vente des produits que les gens pourront voir ou utiliser surtout pendant le salon. Et toute la facette, on va dire, culturelle, bien sûr, avec exposition, avec des conférences de grands acteurs de la photo. Donc tout ça, oui, c'est la recette de base est la même, mais très différenciée, notamment avec un focus qui sera mis sur la prise en main, sur l'expérience, sur la pratique. Pour résumer un peu ce qu'avait dit l'un de nous durant les réunions, on veut en faire un peu le plus grand studio de France, c'est-à-dire qu'il y aura un maximum d'opportunités de prise en main avant tout. Bon, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, et puis ça a l'air un petit peu, c'est une excellente un petit peu excitant, là, ce plus grand studio photo de France. J'attends de voir, quand même. Ronnie, les salons matos, ça a toujours la cote ou pas? Je te dirais que on le verra cette année. Maintenant, les gens, oui, c'est sûr, ils aiment être au contact des marques, ils aiment être au contact du matériel, ils aiment prendre en main les produits. Alors, je te dirais que d'après ce que vient de dire Baudouin, et ça me fait plaisir de l'entendre, en tout cas, et dans la période de pénurie de produits, encore une fois, tu rentres dans un magasin, tu veux voir un Z9, tu veux voir un R3, tu veux voir une optique, tu veux voir un machin, il n'y a pas. Donc, si aujourd'hui, et je l'espère en tout cas, la garantie de ces marques-là, c'est aussi de dire, on va pouvoir vous le présenter et vous le faire toucher. Je pense que pour les consommateurs, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Après, la mise en pratique
direct, ça peut intéresser certains. Je suis pas sûr à 100% que tous les types d'usages pourront être représentés, parce que celui qui va faire de l'animalier, par exemple, c'est difficile de mettre une mise en situation en studio. Mais en tout cas, c'est une très belle remise en question. C'est intéressant que ça revienne. C'est un événement qui est dynamique quoi qu'il arrive et qui me semble important pour la profession. Pourtant, on a aussi appris à faire sans. Finalement, il n'y avait pas les salons, donc du coup, on fait autrement. Il y a des journées portes ouvertes dans des magasins. Peut-être que vous en faites aussi. Ça n'a rien de nouveau finalement de faire un studio comme ça dans un grand salon. J'en reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que pour des gens, c'est un événement. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent aller prendre le train, leur voiture, faire 3 heures de route et venir au salon de la photo, comme ils peuvent aller à Montier-en-Der par exemple, pour parler d'une autre grande réunion. Donc oui, bien sûr, on a fait ça. Maintenant, est-ce qu'il faut complètement arrêter à 100% parce qu'on a réussi à faire ça? Je sais pas. La proximité est intéressante. Maintenant, encore une fois, le fait d'avoir les exposants devant soi, c'est schématique, mais les gens, ils ont l'impression que lorsqu'ils vont sur le stand Canon, Nikon, Sony, Sigma, Tamron ou autre, qu'ils voient Monsieur Sony, Monsieur Sigma ou machin, ils vont avoir des réponses différentes, ils vont avoir une expertise, ils vont pouvoir se plaindre aussi plus facilement. Et d'ailleurs, on le voit en magasin quand on fait ce genre d'événement, le commercial ou le technicien qui est là, bon, il sait que quand il vient, il va prendre la réflexion de mon boîtier, je suis parti l'année dernière lorsque je m'en suis servi comme ci, comme ça marchait pas et pourquoi et comment. Voilà, c'est le jeu et c'est bien aussi d'avoir ce côté direct. Ça me semble intéressant. Alors tu parles de côté direct justement, Ronnie. Vous, en tant que magasin spécialisé, vous avez pignon sur rue et vous êtes donc en contact direct avec les clients, les photographes qui vous posent tout un tas de questions. Est-ce que tu aurais des exemples de questions qui reviennent régulièrement, auxquelles on pourrait essayer d'apporter des réponses ici dans cette émission? Car je suis persuadé que certains de nos auditeurs doivent aussi certainement se les poser. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a des questions assez classiques, à savoir, par exemple, quelle est la différence, certains se la posent encore aujourd'hui, entre le réflexe et l'hybride. Pourquoi aujourd'hui l'hybride est en train ou a tué le réflexe? Pourquoi faire de la vidéo avec un appareil photo? Tu évoquais les réflexes. Ronnie, est-ce que tu conseilles encore des systèmes réflexes à tes clients? C'est très délicat. Aujourd'hui, effectivement, j'aurais plutôt tendance à te répondre non. Non pas parce que techniquement ça serait pas bon, ou non pas parce que on va faire des moins bonnes photos, des choses comme ça. Mais c'est vrai que on essaye de réfléchir toujours à un conseil lié aussi à une certaine pérennité. C'est-à-dire que, encore une fois, pour un primo-accédant qui n'a pas d'appareil, aujourd'hui, conseiller un réflexe où le système, soit il est en train de s'arrêter définitivement, comme Nikon qui a retiré les entrées de gamme de son tarif il y a pas longtemps, où les optiques ne sortent plus, où les marques tierces ne continuent pas justement à produire des optiques, etc. C'est compliqué. Et puis, pour les gens un peu plus confirmés, en prenant un cas typique, quelqu'un qui a un D810 par exemple, qui veut faire évoluer son boîtier, tu as 2 options. C'est soit tu conseilles un D850, soit tu conseilles un Z7 II. Est-ce que tu as un choix qui est meilleur que l'autre? Objectivement, en photo, les deux sont très très bons et après, il faut rentrer dans des détails. Par contre, effectivement, lorsque tu vas conseiller un D850, c'est dans le cas unique où tu as quelqu'un en face de toi qui est réfractaire, et ça existe, à l'hybride. Il y en a encore des réfractaires à la visée hybride, ouais. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et là-dessus, qu'est-ce que tu veux faire quoi? On est obligé aussi, encore une fois, de s'adapter. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais une seule réponse à une seule question. Et donc, dans ce cas-là, le D850, par exemple, ça reste un boîtier exceptionnel. Mais c'est vrai que si on a quelqu'un un peu plus ouvert, en tout cas, nous, on a pris le parti de spontanément toujours proposer l'option. Après, c'est le client qui doit mettre la barrière. C'est pas le vendeur qui doit dire c'est ça qu'il te faut et c'est pas ça, ou ça c'est pas bien, ou non. C'est le client. Si une fois l'œil dedans, il dit non, c'est réglé. Si par contre il dit ah ouais c'est sympa, c'est plus léger, ah ouais le fait de voir tout de suite la visée, la colorimétrie, l'exposition, tout ça, on embraye et on explique que financièrement parlant aussi, on parlait de revente, c'est sûr que tu achètes un 850 aujourd'hui et tu te dis que peut-être dans 4-5 ans tu vas réévoluer, ta dépréciation de par l'arrêt du système, elle sera énorme par rapport à une évolution plus traditionnelle. Voilà. Après, je disais la vidéo aussi avec les réflexes, avec les appareils, pardon, on a souvent cette question, pourquoi faire de la vidéo avec un appareil photo et non pas avec une caméra? Ça, c'est une question typique.
Et la réponse, du coup? Alors, la T'achètes un réponse, drone. la, la réponse, effectivement, elle est assez claire. En tout cas, nous, on va là-dessus depuis plusieurs années maintenant. On a été parmi les premiers à conseiller à l'époque des GH1, et même d'ailleurs des 5D Mark II aussi. Et on remonte à une dizaine d'années pour les plus novices. Et on conseillait déjà de faire de la vidéo avec ces boîtiers-là. Alors, c'est sûr que c'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui, mais si tu compares les caméras, soit on va comparer des caméras un peu experts comme de la FX3, de la FX6, de la C70, où tu vas retrouver ce côté taille de capteur et rendu d'image, mais à un tarif pratiquement double par rapport, par exemple, à un Alpha 7 III. À côté de ça, tu as le système interchangeable, tu vas avoir la gestion de la profondeur de champ, toute la partie qualitative, et on le voit aujourd'hui sur des émissions de télé, même sur des choses simples, les interviews, les 50 minutes inside, les machins, on voit toujours qu'ils ont 2 boîtiers, souvent des hybrides ou des réflexes qui travaillent. Tiens, Ronnie, moi j'ai une question à te poser, toi qui es au contact des photographes. Est-ce qu'ils sont sensibles à la qualité photo que peut produire le smartphone qu'ils ont dans leur poche, ou absolument pas? Là encore, ça dépend. De nouveau, nous, on les sensibilise. C'est-à-dire que, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec Amazon, on est en 2022, on doit vivre avec les objets qui sont à notre disposition. Tout le monde a un smartphone dans sa poche. Tout le monde a un smartphone, pour la plupart, de bonne qualité photo dans sa poche. Et le smartphone, il a contribué à l'évolution du marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe peu, voire plus, de compacts à 300, 400 euros, comme on en vendait à l'appel il y a 10 ans. Ça, aujourd'hui, c'est remplacé effectivement par le smartphone. Et donc, quand quelqu'un vient acheter un appareil photo, c'est vrai que c'est pas la première question, mais pour un débutant, presque. Parce que de là, on va savoir déjà, est-ce que il cible ce genre de produit, auquel cas, moi, j'ai pas honte de dire aux gens, si vous avez un téléphone et que vous avez aujourd'hui un 400 euros de budget, n'achetez rien. Restez avec votre téléphone. Vous ne ferez pas mieux avec un appareil photo à 400 euros. Je pense que on doit cette vérité-là, en tout cas pour moi, aux clients. Par contre, effectivement, si on sent qu'on a quelqu'un qui va chercher à avoir plus de qualité, contrôler ses réglages, aller vers quelque chose d'un petit peu plus expert, là, on peut aller vers du compact expert, on peut aller vers de l'hybride, sans difficulté. Mais on peut pas occulter smartphone, c'est pas possible. Et est-ce que tu as, Ronnie, pour le coup, des exemples de questions insolites, un peu rigolotes qu'on aurait pu te poser au fil des années? Alors, des questions, j'avoue que pas forcément, parce que en réalité, je me dis que chaque question, et même quand j'y ai réfléchi, je me dis peut-être celle-ci, peut-être celle-là. En fait, chacune va avoir son contexte qui fait qu'au final, elle n'est pas si rigolote que ça. Après, c'est vrai qu'on a des situations. On a des situations où parfois on se fais-nous demande des si brefs de comptoir un peu. Ouais, on se demande si on n'est pas filmé pour une caméra cachée, quoi. C'est ce genre de choses. Pour donner 1 ou 2 exemples, j'ai eu un jour, et ça va vous faire sourire, mais c'était mignon. Moi, je prends à cœur ce genre de situation. Un monsieur qui est rentré, un aveugle. Donc, tu dis déjà un aveugle qui vient dans un magasin de photos. Pas commun. C'est un peu bizarre. Et qui explique, donc, il veut acheter un appareil photo et qui explique que, à défaut de voir les choses, il les ressent. Et donc, il a besoin de quelque chose pour matérialiser ce qu'il ressent, et qu'après, il a quelqu'un derrière lui à qui il explique ce qu'il a ressenti, qui récupère la photo et qui en fait quelque chose. Bah, c'est super. Alors, non, mais de prime abord, tu te dis c'est farfelu. Mais en réalité, comme tu dis, c'est super parce que tu essayes de comprendre et d'appréhender le gars, comment il gère la chose. Et c'est assez incroyable. Moi, je me souviens, à l'époque, je faisais beaucoup de démonstrations d'appareils photo à la Fnac, pour ne pas les citer. Et je me souviens un jour, il y a un vieux monsieur qui s'approche vers moi, tout gentil, tout calme, avec une douceur extrême. Et puis, il me sort un compact numérique qu'on lui avait offert quelques semaines auparavant, et dans son autre poche, il me sort une pellicule et il me demande tout gentiment, monsieur, excusez-moi, j'arrive pas à comprendre comment on met la pellicule dans l'appareil photo. Alors là, franchement, c'était super mignon. Du coup, j'ai pris 2 heures pour essayer de lui expliquer ce qu'était la photo numérique. Mais des fois, voilà, on part de très très loin, et faut pas se moquer. Au contraire, faut savoir expliquer avec des mots, mots simples. C'est ça notre travail, c'est ça la différence. On parlait tout à l'heure d'internet, c'est l'humain. T'as en face de toi quelqu'un, tu sais pas qui il est, tu sais pas ce qu'il a fait, et c'est la première chose que nous on s'apprend entre nous, parce que c'est vrai qu'on travaille en famille,
on se donne les tips de père en fils, de frère en frère, etc. C'est la première chose, c'est que tu ne dois pas juger la personne qui est en face de toi. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive en guenille et qui au final est un expert et qui va te poser des questions de fou et t'acheter un matériel d'un prix que tu n'aurais jamais imaginé. Et à l'inverse, tu peux te retrouver à avoir le contre-pied total. Donc la première chose, c'est le client qui est en face de soi. Il faut respecter et écouter tous ses clients. C'est pour ça que ces questions, pardon. C'est donc pour ça que j'ai pas vraiment d'exemple farfelu outre mesure que celle-ci. Voilà. Bon. Alors, on a réalisé à la fin de l'année dernière donc des guides d'achat des meilleurs boîtiers et optiques pour l'année 2021. Entre-temps, l'offre de produits a assez peu évolué et finalement, ces guides sont toujours d'actualité. Donc, pour ceux que ça intéresse, nous vous invitons à aller les écouter. Par contre, aujourd'hui, on va essayer de tenir compte de la situation actuelle avec ce souci de pénurie. On va essayer d'être pragmatique et de conseiller des produits, des configurations qu'il est réellement possible de se procurer. L'idée est de vous proposer des suggestions de kits boîtiers et optiques si vous envisagez de vous faire plaisir pour cet été avec un budget relativement raisonnable dans la mesure du possible sous la barre des 2 000 €, ce qui est déjà un assez beau budget quand on veut se faire plaisir pour cet été. Et on va commencer avec les hybrides équipés de petits capteurs, de capteurs micro 4 tiers donc, et APS-C. On va démarrer avec le micro 4 tiers. Ronnie, qu'est-ce qu'on peut s'offrir en micro 4 tiers comme kit pour se faire plaisir et qu'on peut vraiment trouver en magasin? Aujourd'hui, moi, je te parlerai du GX9 chez Panasonic, par exemple, qui est une configuration qui plaît bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Alors, comme beaucoup de conseils, et c'est vrai que tu parlais d'optique, et c'est peut-être ça qui est le plus important, parce qu'au final, en réalité, qu'on prenne un GX9, qu'on prenne un GX80, qu'on prenne un Olympus de cette même série, le boîtier, globalement, pour ce que les gens en attendent, va faire le même travail. C'est vraiment l'optique que tu vas mettre dessus qui fera la différence. Et c'est vrai que c'est pour ça que, par exemple, nous, on a un kit qui marche bien et qui plaît beaucoup. Alors, temporairement en rupture, c'est pour ceux qui vont regarder juste après le podcast. Mais c'est temporaire. Voilà, c'est vraiment temporaire. C'est un kit avec un 14-140 et un 25 mm 1.7. Donc tu réponds à la fois à la polyvalence extrême pour par exemple les voyages et la focale fixe. Plaisir avec voilà, une le focale portrait, le lumineuse, détail, exactement. Et ça vaut combien ça? On est à 899 € avec les deux optiques et le boîtier. Ok. Ouais, ça c'est vachement bien. Mais là, tu as dit un truc super important qu'on rappelle dans tous les guides d'achat et qu'il faut marteler, c'est qu'avant de choisir un boîtier, il faut choisir un système. C'est ça. Et donc, il faut faire le tour de ses besoins au niveau optique et regarder un petit peu ce qui est disponible chez les uns et chez les autres. Mais ça, c'est ultra important. C'est ça qu'on essaye d'expliquer en magasin et qui est pas forcément simple. C'est que au final, la pire des questions que tu peux me poser, tiens, je reviens juste 2 secondes sur avant, c'est bonjour, je cherche un appareil photo, qu'est-ce que vous me conseillez? Et c'est tout, ou quelle est la meilleure marque, ou ce genre de questions-là, qui au final, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, quoi. Je veux dire, tous les systèmes sont bons, soyons très clairs, il n'y a plus de mauvais appareils photo, il n'y a pas beaucoup de mauvais objectifs. Donc après, c'est juste d'essayer de piocher les informations sur l'usage, sur ce que la personne veut en faire, les conditions d'utilisation. Et nous, on a cette hauteur, si je puis dire, de connaître les boîtiers, aussi l'écosystème, là où le consommateur pas forcément. Et c'est pour ça que c'est pas anodin et c'est pas inédit que à 2 personnes d'intervalle différents en clients reçus en magasin, avec un budget équivalent, on peut conseiller 2 produits qui n'ont strictement rien à voir. En tout cas, pour le choix de ce système, ceux qui seraient potentiellement intéressés sur le format micro 4 tiers, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette saison. Et il y a une émission qui est entièrement dédiée au système micro 4 tiers. Ok, Benjamin, tu aurais une alternative peut-être à proposer au Lumix GX9 ? En micro 4 tiers, oui, j'en ai 2, moi. Il y a un boîtier que j'aime beaucoup en micro 4 tiers, mais là, Ronnie va peut-être me dire... Il n'en a pas. Le G90, qui est le petit frère du G9, avec un écran rentable dans toutes les directions, protégé contre les intempéries. Donc, il répond à pas mal de besoins qui sont en général réservés à une clientèle experte, à un prix qui est vraiment très raisonnable, puisque là, on est dans la fourchette. On peut le trouver en kit avec le 1260, ouverture glissante. C'est pas le 1260 Leica f2.8.4, c'est le 3.5-5.6, mais qui est quand même un bon objectif. Oui, tout à fait. Voilà. Et sinon, parce qu'il faut quand même les citer, nos amis d'OM System, feu Olympus avec le M5 Mark III, qui est un boîtier que j'aime beaucoup,
à titre perso. Et là, pareil, on peut lui adjoindre plusieurs zooms transstandards plutôt efficaces. Là, en termes de système de choix optique, le micro 4 tiers, on peut pas vraiment se tromper. On l'a dit et redit, tu l'as cité Arthur dans nos émissions sur le micro 4 tiers ou le GH6, c'est un système qui est très vaste. Ok, donc voilà pour cette première proposition autour des hybrides micro 4 tiers. On augmente un tout petit peu la taille du capteur et on s'intéresse maintenant aux hybrides équipés de capteurs au format APS-C. Ronnie, qu'est-ce qu'on peut trouver et avec quoi on peut se faire plaisir? Eh ben, là, la question, elle va être vite répondue, comme on dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as plus ou moins. Il n'y a pas grand-chose. C'est un clin d'œil à notre ami Stéphane Couchou, pour ceux qui n'ont pas la ref sur cette citation. Bref, chez Sony, Lilian disait tout à l'heure, il y a rien en fait. Il n'y a pas d'A6100, il n'y a pas d'A6400, il n'y a pas d'A6600, il n'y a pas de ZV10. Alors, je dis ça à aujourd'hui. On espère. Là, je reste mesuré parce que, encore une fois, on est sûr de rien, mais on espère que d'ici cet été, sur l'une ou l'autre de ces références, il y aura une reprise. Auquel cas, voilà, le 6400 peut être une bonne alternative. Sinon, si je réponds à ta question et je dis aujourd'hui, moi, je conseillerais le XS10 de chez Fuji. Très bon boîtier, belle prise en main, capteur stabilisé, écran orientable, une ergonomie, même pour les débutants, assez simpliste par rapport à ce qu'a un petit peu l'habitude de faire Fuji, qui est plus destiné aux experts. Et on trouve le kit avec le fameux 1855 2 4, qui est aussi très très bon, et on est à moins de 1500 €. Et sinon avec le 1680 F4, un peu plus difficile à trouver, et on est aussi à moins de 1500 €. Donc voilà, moi dans cette tranche-là, c'est mon choix. Oui, puis on peut ajouter le XT3, hein, qui est un super boîtier, on parlait tout à l'heure, chez Sony de l'Alpha 7 III. Pareil, le XT3, c'est un boîtier qui commence à dater un petit peu, qui a certes pas la stabilisation intégrée, néanmoins, en kit avec le 1855 que tu as cité, f2.8.4, qui est une excellente optique, qui est protégée contre les intempéries aussi, ça reste un boîtier formidable qui a le même capteur que le XT4 et que le XS10 que tu as cité. Donc moi, j'irais plutôt là-dessus. Chez Nikon, le petit ZFC est sympathique aussi. Ouais, c'est vrai. Sympathique. C'est juste la construction qui est peut-être pas assez ambitieuse. En tout cas, là, on vient de parler du XT3. Néanmoins, il séduira les jeunes. Enfin, moi, au moment où je le testais, je l'ai trouvé très beau, moi, quand il est sorti, quand il a été annoncé, ce boîtier. Ouais, disons que le côté rétro va séduire pas mal de gens. Donc pourquoi pas. Et l'ergonomie est pas mal foutue. Voilà, la seule petite limite, si je devais en citer une, c'est à aujourd'hui en tout cas, mais tout à l'heure t'en parlais dans le Flash Info, c'est de moins en moins vrai, c'est l'écosystème optique. Oui. Pour ceux qui démarrent en optique dédiée à APS-C, c'est vrai qu'il n'y a pas un choix qui est aussi large. Voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt mis le XS10 devant, mais le ZFC est super. Alors c'est vrai, en monture Z, on va juste rappeler que c'est une monture commune en monture DX, FX, c'est-à-dire qu'il y a les Z plein format dont on parle beaucoup, mais le ZFC partage exactement la même monture. Donc on peut monter des optiques Z plein format dessus. Tout à fait. Par contre, ça va être disproportionné à la fois en termes de prix et à la fois en termes de gabarit. En attendant, on pourra quand même le faire et mettre des adaptateurs du coup et monter ces anciennes optiques DX ou FX réflexe dessus. Mais la gamme est en train déjà de s'étoffer puisqu'il y a un 18-140 qui est sorti, il y a le petit 40, il y a le petit 28, donc ça va petit à petit. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, peut-être que dans 6 mois, j'aurai un autre discours. À l'instant T, voilà, je me dis qu'en plus, avec l'arrivée des optiques Sigma chez Fuji, ça offre un petit truc en plus. Voilà. On continue avec la catégorie reine des hybrides. Alors ça va être de plus en plus dur de rester sous la barre des 2000 €. Donc c'est les modèles équipés d'un capteur au format 24-36 mm. Pour cela, on vous propose d'écouter le témoignage d'un journaliste spécialisé, Louis Royer, qui travaille pour le magazine en ligne Les Numériques et qui a en charge les tests d'appareils photo. Il nous donne ses recos. On l'écoute. Alors, pour commencer, ouais, c'est vrai qu'entre 1000 et 2000 €, on commence à avoir beaucoup d'hybrides 24-36 surtout. Donc, c'est vraiment bien pour se lancer dans la photo, pour se perfectionner, pour avoir des photos de qualité supérieure à ce qu'on peut avoir sur un smartphone et vraiment s'essayer à des photos très polyvalentes, à des jolis portraits ou de la photo de rue ou je ne sais quoi. Et là, il y a quand même un marché qui est de plus en plus conséquent. Donc, on pourra penser pour ceux qui aiment bien la compacité à des Sony Alpha 7C qui sont sous les 2000 € nus ou un peu plus avec un kit et qui sont des 24-36 stabilisés en plus, qui rentrent presque dans la poche. Sinon, du côté de chez Nikon, on trouve des Z6 ou des Z5 qui sont des appareils ultra performants, qui ont un look de petits réflexes en plus, qui ont vraiment un look pro et qui ont une prise en main très agréable et qui sont vraiment très très efficaces et qui tournent autour des 1500 € nus, voire un peu plus avec un kit. Et c'est vraiment intéressant.
Sinon, même sous les 1000 euros, il y a Sony qui commercialise encore des Alpha 7 II. Alors, ils ont presque 7 ou 8 ans des fois, mais ils restent encore très performants. C'est des capteurs de 24 mégapixels stabilisés qui, franchement, aujourd'hui encore, font un excellent travail. Après, chez les 24-36, on peut vraiment se permettre des folies maintenant. Il y a des boîtiers à 2500, 3000, 4000, 5000, 7000 euros, des trucs vraiment exceptionnels. Le dernier Alpha 7 IV, qui est vraiment un appareil ultra polyvalent, autour de 2800 euros, voire 3000 en kit. Là, vous faites très très plaisir, mais vous avez un appareil vraiment tout terrain et parfait pour toutes les situations. Mais c'est sous condition effectivement encore de disponibilité, parce que réflexe comme hybride, on est face à un marché qui est complètement bouché, puisque c'est très dur de s'approvisionner maintenant en produits neufs, même des fois des produits qu'on pensait pas très demandés, comme des réflexes d'entrée de gamme qui pourtant sont en rupture de stock parce qu'il manque des pièces. Je l'aime bien, Louis. Je trouve qu'il parle très très bien des produits. Il donne envie. Ronnie, dans tes stocks, t'as quoi en hybride 24-36 à conseiller? Qu'est-ce que j'ai? Alors, on peut rajouter. Alors, la liste qu'a fait Louis est effectivement bonne. Après, c'est vrai que par exemple l'Alpha 7C, bon, c'est compliqué. C'est comme ceux que j'ai cités précédemment. Il y en a pas. Il y en a pas. Ouais. Voilà. En plein format, je te rajouterais peut-être le S5 de chez Panasonic, qui en plus de ça a une offre une ODR de 200 euros là, qui démarre ou qui a démarré hier ou qui démarre aujourd'hui, je sais plus. Donc ça peut permettre d'avoir à 2000 euros avec un objectif de kit en 20-60, 3.5-5.6, un peu plus avec d'autres optiques. Après, on peut aussi, parce que derrière les neufs dans les marques, chez Canon, chez Nikon, à part le Z5 qui a été cité, ou chez Sony, on va dépasser les 2000 euros. Mais c'est exactement le cas. Dépassons un peu, c'est pas grave. Alors sinon, je vais dépasser, je te promets. Mais sinon, on va aller vers l'occasion, parce que justement, les arrivées des A7 IV font qu'il y a des A7 III d'occasion. À des tarifs en dessous des 2000 euros. Les Z6 II, Z7 II, Z9 font qu'il y a des Z6 ou des Z7 aussi. On commence à avoir du Canon EOS R aussi arrivé d'occasion avec les R5, R6. Donc, bien regarder l'occasion. Et sinon, si tu me demandes de dépasser, aujourd'hui, allez, je vais difficilement pouvoir faire un choix arrêté, mais le R6, c'est un super bon rapport qualité-prix, vraiment. Mais là, on explose le budget pour le coup. Hein. Il m'a dit que j'avais le droit de déplacer. Il m'a dit que j'avais 500 balles. Mais on en a des R6, on en trouve des R6. Il en arrive, mais c'est du compte-gouttes. Là aujourd'hui il y en a pas, on va en recevoir quelques-uns. Certains sont déjà prévendus d'avance, donc c'est touchy, mais ça arrive. C'est petit exemplaire, mais ça arrive. Bon, la 7.3 qu'on a encore, vraiment un best-seller là-dessus, pas de souci. C'est une super machine la 7.3. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai que il y a eu quand même une grosse progression, je le souligne, sur le Z6 de Nikon, qui est en train de trouver une vitesse de croisière, qui a un peu été plus lent à démarrer, mais là c'est vrai que l'avènement des Z, les sorties d'optique font que le Z6 II commence à avoir une vraie croissance intéressante. Les Z6 II, Z7 II sont d'excellents produits, ils ont vraiment évolué de belle façon. Et justement, les gens qui se diraient, tiens, le Z6 il est pas cher, le Z7 il est pas cher, juste attention à un point qui est quand même super important, c'est les cartes mémoire, parce que les premières générations utilisent que le format XQD. Et CF Express puisqu'il y avait des mises à jour, mais enfin ça c'est quand même à savoir. Donc quand vous regardez des produits qui datent un peu entre guillemets, il faut quand même regarder aussi les supports de stockage. Et Louis, dans ses recommandations qui étaient excellentes, parlait des Alpha 7 II, des générations 2. Donc oui, il y avait la stable, mais attention, la batterie à l'époque, c'était pas top. Donc et monocarte aussi. Et monocarte, mais bon, ça monocarte, on va dire que c'est un peu moins grave, mais il faut regarder aussi l'autonomie sur les hybrides, c'est important. La visée électronique, ça pompe beaucoup, et les générations 2 d'Alpha 7, il faut prévoir un petit budget pour les batteries aussi, quoi. Voilà pour les hybrides, mais contrairement, je sens que Ronnie va froncer des sourcils, mais pour moi, il n'y a pas que les hybrides dans la vie. Les réflexes qu'on essaye de ranger dans la catégorie des antiquités ont encore beaucoup de choses à offrir. Je vous propose qu'on réécoute Louis Royer du magazine Les Numériques pour voir ce qu'il en pense. Alors, les réflexes, c'est un univers encore assez large, et dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le premier produit auquel on pense quand on imagine un appareil photo un peu plus pro qui se diffère des smartphones. Et c'est vrai que les réflexes, il y a encore un gros marché, marché neuf, marché de l'occasion, et il y a encore pas mal d'attrait pour ce type d'appareil. Ils sont assez costauds, ils ont une très bonne autonomie, les viseurs optiques sont un peu plus naturels peut-être que les viseurs électroniques, et c'est sans compter avec le très gros marché d'objectifs encore disponible. Donc oui, acheter un réflexe en 2022, ça peut encore avoir du sens. Avec 2000 euros tout compris, on a un beau budget, et sur les réflexes 24-36 ou même les réflexes APS-C, on a pas mal de choix encore aujourd'hui, même si les hybrides ont quand même pris une large partie du marché. Donc par exemple, chez les réflexes neufs, on pourra facilement s'orienter vers un
un Pentax K3 Mark III, par exemple, en APS-C, qui est un peu le dernier des réflexes sortis, qui est un peu le sommet au niveau des capteurs APS-C. Sinon, en 24-36, on pourra s'inventer des appareils un peu plus anciens, comme des Canon EOS 6D Mark II ou des Nikon D750. Après, malheureusement, pour les 24-36, il n'y a plus vraiment de modèles neufs qui sont sous les 2000 euros. Mais sinon, après, ce qui est intéressant chez les réflexes, c'est encore le marché de l'occasion, qui est très, très conséquent. Et là, on va pouvoir vraiment se faire plaisir, c'est que même à 1000 euros, on peut avoir un Nikon D750 ou un 6D Mark II, et c'est des appareils très performants encore aujourd'hui, même s'ils sont encore un peu anciens. Et là, à 1500, 2000 euros, on peut se faire plaisir en achetant un ou deux objectifs en plus. On a des objectifs type 24-105 f4 qui peuvent être très intéressants pour s'initier et qui sont pas si chers que ça, surtout si on se dirige vers l'occasion, ou alors encore des 24-70 2.8 qui peuvent être assez intéressants pour du 24-36. Après, dans le marché de la PSC, on a plein de petits objectifs type 18-55, mais qui sont en ouverture glissante et la qualité est pas toujours géniale, mais des fois on peut trouver des petits compromis avec des 18-135 ou des choses dans ce genre-là qui peuvent être assez pertinents pour bien se lancer dans la photographie. Si on se fait plaisir cet été en démarrant dans la photo avec un 6D2, avec un 24-105 f4 série L, on est un peu le roi du monde quand même. On est très bien. Alors déjà, ne me mets pas dans la position de celui qui veut plus vendre des réflexes et qui a plus les réflexes, s'il te plaît. C'est toi qui l'as dit. Si on vient de le tweeter là, c'est pas vrai. Oh purée, ça y est, c'est grave. Heureusement qu'on va pouvoir revenir sur le replay. Non, blague à part, bien sûr que c'est une super chose. Après, attention, je vais peut-être modérer mon propos par rapport à tout à l'heure. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que bien sûr qu'on fait des super images, bien sûr que le 6D2 et en même temps que le disait Louis, j'y pensais, le 6D2, même le 5D en occasion, c'est des machines exceptionnelles et je ne pèse pas mes mots. Simplement, je dis aujourd'hui que lorsque on va investir pour un premier appareil, on peut plus regarder que le fait de dire est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. On est obligé de regarder le parc optique à disposition aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir et l'évolution qui va derrière. Parce que je te mets dans une situation où tu viens prendre un conseil et où tu pars avec un 6D, tu en es très content pendant 5 ans, tu reviens dans 5 ans et tu dis voilà monsieur, bonjour, vous m'avez vendu un 6D2, maintenant je voudrais l'évolution. Le vendeur en face de toi qui te dit monsieur, je suis désolé, il y en a plus. Il y a plus d'évolution. C'est arrêté. Ou des choses comme ça, où tu veux acheter un objectif et qu'on te dit désolé, les marques tiers sont arrêtées, ça a été retiré du catalogue. C'est cette position-là qu'on veut pas avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prévient. Ensuite, libre choix à chacun de faire son choix en son âme et conscience. Mais en tout cas, nous, on a donné notre opinion. Et donc, on peut pas avoir le reproche de dire oui, mais vous me l'aviez pas dit. Non, ça c'est sûr. Oui, c'est comme acheter un diesel en voiture finalement. Et Canon, il faut le rappeler, a arrêté officiellement la production d'optiques EF et EFS. Hein. On est bien d'accord. C'est officiel. Nikon, au moins, on est en connaissance de cause. Louis parlait du D750. On a eu au 1er avril le nouveau tarif Nikon qui nous a été communiqué en magasin. Et donc, on a le D750 qui a disparu. On a le D500, si je vous dis pas de bêtises, qui a disparu. Et on a les entrées de gamme, des 3500 et des 5600, qui ne sont plus au catalogue. Attention, je pèse mes mots, on peut encore en trouver pour des magasins ou des sites internet qui en ont en stock. Mais ce n'est plus commandable aujourd'hui. À titre perso, j'utilise toujours le D750 avec de vieilles optiques. Il faut rappeler qu'il date de 2014. Mais en termes de spec, ça reste un excellent boîtier. Ouais. Bon, voilà donc pour les réflexes. Pour terminer, est-ce que ça a encore un peu du sens d'imaginer investir dans un compact expert? Est-ce que ça existe encore les compacts experts? Oh là, Benjamin est d'accord. Je veux entendre Ronnie. Allez, on y va. J'en ai parlé un peu tout à l'heure hein, quand je parlais des smartphones. Bien sûr que ça existe encore, bien sûr que ça a encore une raison d'être. Et vous allez comprendre, je vais prendre peut-être un contre-pied au niveau de mon conseil que vous voyez pas venir. Alors évidemment, pour moi, il y a 2 réponses pour les compacts experts. La première, c'est celle du client qui a un appareil, un réflexe ou un hybride et qui veut avoir quelque chose dans sa poche de portatif autre qu'un iPhone qui fait des meilleures photos. Ça, c'est la première chose, c'est réglé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de produits comme avec Zoom, le RX100 chez Sony, version 6, version 7, la série des G chez Canon, G5, G7, G9, ou en focale fixe, GR3, GR3X chez Ricoh. C'est disponible tout ça en magasin, t'en as? RX100 c'est disponible. Les Canon G normalement oui, alors parfois il y a des petits trucs mais il n'y a pas de pénurie particulière. Les GR de chez Ricoh, je viens d'en parler avec focale fixe, le 3 et le 3X c'est dispo. Et après il y a effectivement le X100V chez Fuji aussi qui a une belle réussite, un poil plus gros mais qui a un super boîtier. Et là c'est un poil plus difficile au niveau des dispos. Faut pas faire le difficile sur les coloris, c'est-à-dire quand il y a du noir faut prendre du noir, quand il y a du silver faut prendre du silver, mais on arrive à en avoir. Donc ça c'est la première réponse. Et ensuite
Moi, j'ai pas aujourd'hui de mal à conseiller du compact expert, et c'est là où vient venir le contre-pied. Parfois, pour certains clients, à la place d'un hybride ou d'un réflexe entrée de gamme. Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, naturellement, on va se dire, si j'ai un réflexe, en tout cas en théorie, je suis censé avoir une meilleure qualité qu'avec un compact expert. Sauf qu'aujourd'hui, si vous avez en face de vous quelqu'un qui, sur son réflexe, veut l'équiper uniquement d'un 18-55 de base, Louis en parlait, 3.5-5.6 d'ouverture par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on peut garantir que même avec un capteur APS-C, avec un 18-55 3.5-5.6 de base fabrication plastique, est-ce qu'on fera une meilleure image qu'avec un RX100 ou avec un G7X capteur 1 pouce avec une belle optique derrière? Moi, personnellement, ça se discute complètement. Je pense que c'est pas certain, au contraire. En revanche, on en revient à la qualité des optiques qui prime sur le reste. On est d'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque pour la personne, la volonté d'interchanger les objectifs n'existe pas à aucun moment et qu'elle n'en a pas envie, et que la compacité semble être un élément de choix, eh bien, c'est là où je pense qu'on peut sans problème conseiller le compact expert. Voilà. Il a tout dit, Benjamin ? Ah, il a tout dit. Et vive les GR3, enfin vive les GR de manière générale. Non, je dis ça pourquoi ? Parce que c'est des appareils qui sont très décriés. Et méconnus, je te dirais, je te coupe, mais alors, pas forcément décriés, méconnus. Et souvent par des gens qui ne les ont pas utilisés, donc méconnus. Tu as raison de préciser ça. Parce que effectivement, ils ont plein de défauts. Si tu regardes, il n'y a pas de viseur. La stabilisation est là, mais elle est hyper gourmande. L'autonomie est assez ridicule. Mais là, on est dans le plaisir. On est dans le plaisir pur et il faut les utiliser pour comprendre un petit peu et adhérer ou pas, hein, finalement. Il n'y a pas d'écran rentable, pas de viseur, je répète. Donc, sur le papier, ils partent de loin, ils ne sont pas donnés, mais il y a plein d'atouts. Le mode snap, du RAW DNG, une superbe optique, un très très bon capteur. Donc, moi, oui, je suis convaincu. Et le Fuji X105, en tant que boîtier tout en un aussi, est une très belle solution qui contentera à la fois les réfractaires à la visée électronique, puisque le viseur hybride permet d'avoir une visée naturelle en direct. Donc, voilà. Télémétrique. Donc vive les compacts experts. On va terminer là-dessus. Je mets un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Ronnie Student de la boutique IPLN pour notre grande sélection des boîtiers, des kits photo-vidéo à s'offrir pour se faire plaisir cet été. Ronnie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Peut-être, première question, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de produits en stock ? Alors, comme Lilian Rodriguez l'a dit, problème d'approvisionnement lié à une pénurie sur les semi-conducteurs, lié aussi à des fermetures d'usines à cause du Covid et au transport pour lequel les délais ont été augmentés, du passage de l'avion au bateau. Voilà, tu me dis de résumer, je vais vite. Hein. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale dans les semaines ou mois à venir ? Alors, semaine, c'est peut-être un peu juste. Mois, on l'espère très fortement parce qu'à un moment donné, ça va être quand même de plus en plus compliqué. Voilà, on espère qu'à l'orée de cet été, peut-être au mois de juin, juillet, ça ira un peu mieux et surtout qu'à septembre, on puisse retrouver quand même quelque chose un peu plus naturel en tout cas. Bon, les choses sont finalement assez calmes là depuis le début de l'année. Est-ce que tu crois que la situation a retardé le lancement des nouveautés ? Pour moi, oui. Je suis convaincu que certaines marques ont sous le coude des produits, mais galérant déjà à fabriquer les produits en cours ou ceux qui viennent d'être annoncés, il serait aberrant, je peux pas trouver un autre mot, d'annoncer encore une nouveauté avec quoi une visibilité de sortie à 6 mois, 8 mois, 1 an. Je vois pas d'intérêt. Convainc-nous d'aller dans une boutique spécialisée. Eh bien, si vous espérez avoir un bon conseil, en tout cas le plus avisé possible, pas de langue de bois, la possibilité de manipuler des appareils photo, d'avoir des explications sur leur utilisation et, dans la mesure du possible, de la disponibilité, c'est ce qu'il faut faire. Foncez chez votre revendeur s'il y en a un près de chez vous. Venez nous voir à Lyon, place Bellecour, si vous êtes à Lyon ou dans sa région. Et à défaut, allez sur un site internet, mais essayez d'obtenir le maximum d'informations. ipln.fr pour ceux qui veulent aller voir, c'est chez nous. C'est quoi le meilleur produit hybride micro 4 tiers qu'on peut réellement s'offrir pour cet été ?
J'en citerai 2 qui vont être dans une gamme de prix assez proche, à savoir pour moi le GX9 avec une optique 1440 pour la polyvalence, et sinon pourquoi pas un G90 toujours chez Panasonic avec un 1260. Il faut les regarder au niveau du système OM digital aussi, pourquoi pas, avec un choix d'optique très intéressant. Oui, et le M5 Mark III dont on parle dans l'émission, qui est un excellent boîtier. Même exercice pour l'APS-C. APS-C, je dirais aujourd'hui le Fuji XS10 et sinon le Nikon ZFC. Et si on rêve un peu avec du 24-36 ? Alors plein format, on va parler du Nikon Z5, Z6, Panasonic S5, très bon rapport qualité-prix avec une promo qui démarre là maintenant pour le mois à venir, donc à prendre en compte. Et sinon, allez, Alpha 7 III, je vais faire dépasser un poil le budget, j'en suis navré, mais Alpha 7 III. Et pour les amoureux, les nostalgiques du miroir, est-ce qu'on a 1 ou 2 modèles réflexes à citer ? Les antiquités. Ouais, actuellement, on pourra parler des quelques qui restent. 6D Mark II, voilà, très bon rapport qualité-prix. 5D Mark IV, si on veut aller un peu plus haut. Et chez Nikon, on parlerait du le D780, si je devais en citer un. Et est-ce que ça a encore du sens d'imaginer prendre du plaisir à faire de la photo avec un compact expert ? Tout à fait. Les compacts experts sont de plus en plus performants, de plus en plus techniques, que ce soit au niveau des capteurs, que ce soit au niveau des optiques. Et après, on va avoir la grande famille des compacts experts à focale fixe, GR3, GR3X ou Fuji X100V, et ceux avec zoom, la série des RX100 chez Sony, qui est assez incroyable, et la série des G chez Canon, G5, G7, G9, qui est tout aussi intéressante. Est-ce que selon toi, l'occasion et le reconditionné sont des secteurs d'avenir en photo et en vidéo ? Tout à fait, et peut-être même plus que jamais, que ce soit face à la pénurie, que ce soit face à la prise en compte au niveau de la consommation responsable, que ce soit également par rapport à une problématique de prix. Ces 3 caractéristiques-là font que l'occasion doit être obligatoirement aujourd'hui considérée par les acheteurs. Merci beaucoup Ronnie pour toutes tes explications. Merci à vous de m'avoir invité. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Ronnie, as-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors c'est parti, je démarre avec la première question qui nous vient d'un dénommé Steve85. Steve se demande quels sont les accessoires à prévoir en plus du boîtier et de l'optique pour se faire un petit setup vlog YouTube. Alors les indispensables, la carte mémoire, la batterie supplémentaire et le micro. T'as une grosse demande là-dessus ? Oui, c'est un secteur qui est de plus en plus en développement. Le confinement a fait que ces setups vlog et live que je peux mettre un petit peu dans le même panier sont en développement. Puis on a des réponses, le ZV-10 Sony, l'Alpha 7C, le ZFC, on en parlait tout à l'heure, ou le M50, M6 chez Canon aussi sont des éléments qui fonctionnent très bien là-dessus. C'est extrêmement clair, merci beaucoup Ronnie. On attend la fin du chrono. À 30 secondes, c'est chaud. Tu l'as fait en 4. Je crois que c'était 30 secondes pour toutes les questions. C'est non, c'est 30 secondes par question. Tu vois, c'était pas clair. C'était pas clair. Allez, on continue. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Clara_Hello. Clara se demande j'hésite sur un abonnement IPLN mort. Quelles sont les promos exclusives qui se préparent pour finir de me convaincre ? Donc IPLN More, j'ai tout un petit résumé, c'est un système d'abonnement payant qui permet d'avoir des avantages, la livraison gratuite, un an de garantie supplémentaire sur les achats et effectivement des promos exclusives. Alors c'est compliqué de pouvoir tout dévoiler maintenant, mais l'idée c'est que dans les périodes phares cet été, pour le Black Friday, pour Noël, on puisse mettre en place pendant un laps de temps restreint soit des promos exclusives, soit un accès exclusif en avant-première pour les acheteurs qui sont aujourd'hui abonnés au système IPLN More. Ça donnera le droit aussi à l'accès à un groupe privé sur les réseaux sociaux. Bon, pas mal. Écoute, c'est pas mal. 30 secondes pour résumer ça, c'est quand même pas mal. Allez, troisième question qui nous vient d'un dénommé François Thierry. J'attends encore et toujours mon Alpha 7 IV.
poum, je me tire une balle. Non, je plaisante, je disais tout à l'heure, c'est la question la plus posée. Je sais pas quand donner une réponse. Arme-toi de patience, essaye de prendre des informations auprès de ton revendeur, mais sois indulgent avec ce qu'il va te dire, parce que il sait pas forcément plus que l'information qu'il va te donner. Après voilà, la dernière chose que je peux dire, c'est qu'on espère une évolution forte et un retour à la norme d'ici cet été. Pour ceux qui l'ont commandé, allez, on va dire aux alentours de la fin d'année ou début janvier. Pour ceux qui se positionnent aujourd'hui, un petit peu plus de patience. Sinon, on attend l'Alpha 7.5. Faut le commander dès aujourd'hui alors. Hein. En précommande. Dès aujourd'hui, ouais. Exactement. Ce serait pas mal ça. 4e question qui nous vient de Eric on Stitch. Eric se demande, Ronnie, quelle est la vente la plus dingue que tu aies faite? Waouh, dingue. Après, ça peut être dingue par le nombre, le volume, et c'est vrai que on arrive à faire des équipements où on change. Mais je vais donner plus une situation. On a quelques clients un peu passionnés, un peu fous dans le bon sens du terme, qui changent de matériel tous les 2 mois, mais à chaque fois c'est genre un Z9 avec toutes les optiques, puis ensuite c'est revendu pour un R3 avec toutes les optiques, puis c'est revendu pour un Alpha A1 avec toutes les optiques. Voilà, ça c'est ce genre de clients, on en a pas beaucoup, mais évidemment on les bichonne parce que pour le commerce en tout cas, et pour les acheteurs d'occasion, je précise, c'est très intéressant. Ça marche. Et enfin, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. APS-C, micro 4 tiers, moyen format ou 24-36 ? S'il ne doit en rester qu'un, pour moi 24-36. Parce que 24-36, c'est le format roi. Alors on peut parler du moyen format bien entendu, mais aujourd'hui l'écart entre un full frame et un moyen format nécessite quand même une certaine utilisation. Il y a des contraintes sur le moyen de format, notamment de volume, de poids, de prix sur les optiques et de choix. Et le plein format avec des grosses définitions comme du R5, d'Alpha 7 R4 ou du Z9, du Z7 II pardon, du Z9 aussi, ça permet d'avoir aussi une possibilité de grand format de tirage, qui était l'une des caractéristiques intéressantes du moyen format. Oh, elle était pas assez dure, ma question qui tue cette semaine. Tu as répondu beaucoup trop facilement. Tu veux une V2 ? Je te laisse une deuxième chance. Merci beaucoup, Ronnie. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Ronnie, c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous pendant toute cette émission à nos micros. Quelles sont les actualités en ce moment de IPLN ? On en a beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit ? Et oui, c'est riche en ce moment, pour nous, c'est une période de transition assez forte. Donc effectivement, le site internet qui a évolué, qui continue d'évoluer. Je vous invite à aller voir donc www.ipln.fr. On a élargi considérablement notre catalogue, qui continue de l'être avec l'ajout de nouveaux produits et de nouvelles gammes. Donc ça, c'est pour la partie digitale. Restez connectés aussi connectez-vous sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent pas. Donc ipln.fr sur Instagram notamment, puisque du coup c'est la deuxième partie, c'est que on a arrêté la partie labo de développement que l'on avait au niveau du magasin, et on va entamer des travaux pour une extension de la boutique avec des nouveautés intéressantes, avec une nouvelle marque phare du marché photo qui va nous rejoindre, et attendez pas assez, tu vas rester un petit peu finalement. On est en teasing sur les réseaux sociaux, donc je voudrais pas justement trop en dévoiler, mais voilà, on va faire quelque chose de très bien, de novateur en tout cas pour nous. On va répondre à une demande importante pour les utilisateurs aussi en prise de vue, observation, animalier, etc. Sans trop en dire. Si vous voulez des révélations plus importantes et connaître la réponse, ipln.fr sur Instagram. Pendant les 15 prochains jours, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Le mec est fort, le mec est très très fort. Merci Ronnie, c'était cool. Avec et on plaisir. espère te retrouver à nos beaucoup, micros pour les guides de fin d'année. Merci et beaucoup à tous les deux. messieurs, petite anecdote, sachez que pendant l'émission, l'AOA a dévoilé une nouvelle optique. Donc teasing, nous aussi, suivez-nous, on en parlera la semaine prochaine. Ça faisait trop longtemps. Bon, là, on en parle la semaine prochaine, Benjamin. On en parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, du coup, on vous proposera une émission exceptionnelle au coin du feu avec un photographe tout aussi exceptionnel. Nous aurons le grand honneur de recevoir Laurent Balesta, triple lauréat du prestigieux Wildlife Photographer of the Year. Il nous parlera de son parcours, de sa carrière, de ses aventures et de sa technique. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.